Dans la vie, on a beaucoup de passions. Le sport, le dessin, le cinéma, la musique, les jeux vidéo, la peinture et j'en passe. Et dans ces passions en question, on a des coups de cœur, des œuvres qui nous marquent plus que d'autres et qui resteront gravées dans notre mémoire. Eh bien, sachez que le jeu vidéo dont je vais vous parler aujourd'hui fait et fera toujours partie de mes coups de cœur. Je le mets sur un piédestal sérieux. Salut à tous, ici Drencause ou Adrien, et aujourd'hui on se retrouve pour une très grosse vidéo. Alors installez-vous confortablement, prenez quelque chose à boire ou à manger, car aujourd'hui on va parler de Paper Mario, la porte millénaire. Sur cette partie, je vais un peu vous raconter ma vie, et on va pas se mentir, elle est pas très palpitante, de comment j'ai découvert ce jeu. Quand j'étais petit, à chaque Noël, je recevais une console. Oui, j'étais ce genre de gosse, bonjour. Et un Noël, j'avais eu la GameCube, avec l'édition de Mario Kart Double Dash. J'ai eu aussi d'autres jeux en accompagnement, Mario Sunshine, Super Smash Bros Melee, Sonic Gem Collection, et j'y ai passé de grands moments dessus. Mais vous savez, quand on a fait pas mal de tours de ces jeux, on commence à un peu s'enlacer, étant donné qu'il n'y a rien de nouveau. J'ai donc laissé ma GameCube au placard pendant quelques années. 2014, je regarde un let's play YouTube, plus précisément celui de Frigiel, sur un jeu Mario que je n'avais jamais vu ailleurs. Son design était différent et il avait des mécaniques qui n'étaient pas du tout les mêmes que ce que l'on pouvait voir sur des jeux Mario. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais demander à mes parents si je peux avoir le jeu. Quelques jours plus tard, on décide d'aller à un Easy Cash et il était là, tout frais. Il n'attendait qu'une seule chose, se faire acheter. Je l'avais eu pour pas trop cher et je me dis heureusement. À partir de là, mes journées étaient consacrées à jouer au jeu. Quand je rentrais des cours, je faisais vite mes devoirs et hop sur la console. J'étais totalement plongé dedans. Voilà, vous connaissez ma petite histoire, mais maintenant, entrons dans le vif du sujet. Paper Mario est une saga de jeux qui a commencé en 2000 avec le premier opus sorti sur Nintendo 64 par Nintendo et Intelligent System. À ce jour, 6 opus sont sortis si on ne compte pas Paper Jam Bros qui est un Mario et Luigi et le remake de la porte millénaire. D'ailleurs, je tiens à faire une parenthèse sur ça, je vais surtout parler de l'original sorti sur GameCube, mais plus tard dans la vidéo, on parlera du remake. La vidéo peut reprendre. Passons au scénario à présent. On commence le jeu où on voit la maison de Mario au premier plan, le facteur livre le courrier, Luigi va chercher ce qui a été livré et va transmettre la lettre qu'il a reçue à Mario. C'est une lettre de la princesse Peach qui nous explique qu'elle a trouvé une carte et qu'un trésor légendaire serait caché là où elle se trouve, à Port-la-Canaille. En pièce jointe, nous avons justement cette fameuse carte. Du coup, que fait Mario ? Évidemment, il part justement à cette destination. Dès que Mario arrive à Port-la-Canaille, il surprend une Goomba du nom de Goomélie qui se fait attaquer par des individus. Il chercherait des infos à propos de gemmes étoiles. On va sauver Goomélie vu qu'on est gentil, c'est logique, et elle nous embrasse en guise de remerciement. Bon bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez choper une donzelle, hein. On tape la discute, mais nous, notre objectif c'était de rejoindre Peach à la base. Mais du coup, où est-elle? On a l'intervention de Papy Champi qui était parti se reposer pendant que la princesse visitait le port, et se fait un sang d'encre à présent. On sait ce qu'il nous reste à faire du coup. Pendant ce temps, on a montré pourquoi on était venu ici à Goomélie, on lui montre la carte au trésor et elle nous dit que son tuteur effectue également des recherches sur ce trésor. Sacrée coïncidence. On va au cabinet du professeur Goomstein, qui est du coup le tuteur de Goomélie, et nous racontons l'histoire de ce trésor. On dit que dans toute la ville c'est un mythe et tout le tralala, on montre la carte. On nous dit que le trésor légendaire se cache derrière la porte millénaire et que pour l'ouvrir, il nous faudra réunir 7 gemmes étoiles, ainsi qu'une carte magique qui fera apparaître au fur et à mesure chaque emplacement de ces fameuses gemmes. L'objectif de Mario sera donc de réunir les 7 gemmes étoiles pour ouvrir cette porte et trouver le trésor légendaire, et aussi retrouver Peach par la même occasion. Il ne faut pas l'oublier. On apprendra plus tard qu'elle est retenue captive dans un endroit et nous enverra des messages entre chaque chapitre. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Voilà, j'ai résumé en assez bref l'histoire du jeu, j'espère que vous arrivez tout de même à suivre. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas le meilleur scénario, et jusque là je suis d'accord avec vous. Mais c'est quand même intéressant de voir que l'antagoniste principal dans ce jeu n'est pas Bowser. Rien que ça c'est étonnant, même si ce n'est pas la première fois dans un jeu Mario. Et en termes de chapitres, on est vraiment bien servi, on a de très belles histoires. Et attention, je vais spoiler, vous êtes prévenus. Mais sérieusement, dans quel jeu Mario vous allez retrouver une dragonne qui a bouffé des milliers d'habitants et notamment le père d'un de nos protagonistes qui est resté pendant 10 ans dans son gros ventre? Bon, en revanche, comment ça se fait qu'il ne soit pas mort au bout de 10 ans? Aucune idée, c'est Mario, t'inquiète. Une tribu qui a été littéralement écartée de leurs habitations et sont prisonniers dans de grosses cages sans aucune ressource. Une compétition de catch dans des arènes où des rumeurs se sont installées, comme quoi plusieurs concurrents auraient disparu ou seraient même morts. Un monde lugubre plongé dans la nuit avec une malédiction à chaque détonation de cloche qui transforme tous les habitants en cochons. Un marin qui a arrêté de prendre la mer parce qu'il avait des remords de ne pas avoir pu être là quand sa femme est morte et décide plus tard de reprendre la mer à la suite d'une lettre des dernières paroles de sa défunte qu'on lui livre. Comme c'est beau. Une sorte d'histoire narrative dans un train où l'on assiste à des menaces d'explosion de ces derniers. Et puis, pour finir, un chapitre sur la Lune.
C'est fou quand même comment chaque monde est super bien écrit. En plus de cela, entre les chapitres, on a plusieurs interludes. Je vous ai parlé de Peach, on apprend qu'elle est retenue captive et rencontre un ordinateur du nom de Tech. Durant ces séquences, elle va en apprendre un peu plus sur le trésor légendaire et à la fin, c'est par le biais de cet ordinateur qu'elle envoie les messages à Mario. Par la suite, des scènes avec Bowser, se rendant sur la piste des gemmes étoiles et de la princesse, mais arrive trop tard à chaque fois, ce qui donne un côté burlesque. On peut même l'incarner sur des niveaux de plateforme, ce qui reste très sympa. Dans cette partie, nous allons analyser tout ce qui compose le jeu, à commencer bien sûr par les mécaniques. Le système de combat est vraiment très bien réussi, tu es sur une scène avec un public qui t'acclame. Plusieurs fonctionnalités sont offertes, le saut, le marteau, les objets et la stratégie, c'est-à-dire la défense, la fuite, le charme, etc. Au sein de toutes ces commandes d'action, peuvent être activés des badges qui étaient déjà là dans l'opus précédent et qui fait toujours très bien son boulot, à équiper avec des points badges. Ces badges servent à avoir des attaques plus dévastatrices qui seront en échange de points fleurs. On a aussi nos points cœur pour Mario ainsi que pour les coéquipiers de l'aventure, ce qui n'était pas le cas avec Paper Mario 64 où le coéquipier n'avait pas de barre de vie et quand il se faisait toucher, il fallait attendre 3 tours avant de pouvoir le réutiliser. Tous ces points évoqués peuvent être améliorés en réunissant 100 points étoiles qui feront gagner un niveau supplémentaire pour pouvoir améliorer l'une des 3 caractéristiques. En plus de cela, dans notre aventure, comme je vous l'ai dit, nous devons ramasser des gemmes étoiles. Et bien chaque gemme est une attaque souvent très puissante qui inflige beaucoup de dégâts. Je pense à coup de séisme ou encore à Astro Blitz, mais il peut y avoir de la régénération comme super forme ainsi que des boosts de stats comme super pêche. On les utilise en échange d'énergie étoile que nous pouvons avoir en utilisant la stratégie charme pour saluer le public ou alors en effectuant correctement une commande d'action avec des points style. Mieux l'attaque est réussie, plus elle fait gagner de points d'énergie d'étoile. Le public peut être très utile également pour donner des objets, mais parfois certains peuvent être agressifs et balancer des objets comme des marteaux, etc. qu'il faudra contrer en attaquant le spectateur ayant cet item. Cependant, parfois il peut arriver que par exemple des Barjo Daisy, oui vous savez les petites fleurs insupportables qui chantent, eh bien elles peuvent endormir notre public, mais aussi des bonbons grosses qui peuvent exploser sur place en emportant quelques spectateurs, ou même parfois certains boss qui régénèrent leur point de vie ou qui s'en servent de projectiles. Durant les combats, que ce soit avec des ennemis ou des boss, il est possible de faire une commande pour bloquer l'attaque et même contre-attaquer. Certains monstres peuvent même vous infliger des états secondaires comme la brûlure, l'endormissement, l'étourdissement, le gel, le rétrécissement et encore plein d'autres que je vous affiche à l'écran. Pour finir, nous avons aussi un bingo qui s'active en haut à droite de notre écran. Ce bingo nous sert à récupérer toute notre énergie dans une certaine catégorie. Je vous mets la liste ici. En revanche, il existe un bingo malus qui peut fortement vous endommager et vous faire perdre énormément d'énergie. Comme vous l'avez vu, ce ne sont pas des mécaniques trop difficiles. On les comprend assez rapidement, elles sont simples et efficaces. De plus, ce qui est bien, c'est qu'elles sont exploitées à leur maximum dans le chapitre 3 dans les arènes de catch, où le patron nous demande de faire un objectif particulier. Utiliser au moins une fois un pouvoir étoile, utiliser que le marteau, etc. Ce qui exerce toutes les commandes différentes et qui est à mon goût très utile. Si on sort du mode combat, on a une nouveauté par rapport au gameplay, les transformations de papier. Car oui, je vous rappelle que le jeu s'appelle Paper Mario. On obtient toutes ces améliorations dans des coffres noirs suite à une clé qu'il nous faut retrouver. 4 transformations sont présentes. L'avion, pour pouvoir planer et passer dans des endroits en hauteur. Le pliage, où l'on peut passer dans des endroits étroits. Le rouleau, pour passer sur des petits passages rectangulaires. Et le bateau, pour pouvoir naviguer sur l'eau. C'est un ajout selon moi qui était nécessaire, car dans l'opus précédent, la seule chose qui pouvait nous faire penser qu'on jouait à un Paper Mario, c'était ce vieux tourbillon. Coucou Paper Mario 64. Ça donne plus de sens à la série. Commençons par les compagnons. Pour la plupart, ils ont été un peu repris de Paper Mario 64. Les mêmes attaques pour certains, les mêmes habilités. Juste que pour les améliorations, à la place, il nous faut collecter 3 soleils pour pouvoir donner une attaque supplémentaire à notre partenaire. Cependant, le chara design de la porte millénaire est assez stylé. On va faire des petites comparaisons. D'un côté, on a une Goomba rose archéologue. De l'autre, un Goomba avec une casquette bleue. Un bonbon marin contre une bonbon rose. Il y en a après qui marchent dans le sens inverse. Mais quand on compare ça à ça, perso, j'ai déjà fait mon choix. Autre argument est la motivation de rejoindre Mario dans sa quête. Souvent dans ce genre de jeu Mario, que ce soit les Paper Mario, tout comme le premier Mario RPG, les personnages ont des motivations, des objectifs pour faire un bout de chemin avec le plombier. Eh bien, les compagnons de la porte millénaire ont des motifs très intéressants. Gomeli qui veut en savoir plus sur le trésor légendaire, Koupek qui veut devenir plus fort et courageux comme l'était son père, Cumulia qui veut remonter sur les projecteurs comme à l'époque, et celui de Viviane qui se fait littéralement abandonner par ses sœurs. À la base, c'était notre ennemi
demi quand même. Alors oui, ça reste quand même très simple, mais ça reste plus intéressant que oh là là, Mario il est super connu, je vais le rejoindre dans son aventure. Oh oh, il m'a redonné ma carapace, alors je vais le rejoindre. Oh 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 oh. Ou encore, livre-moi le putain de courrier. On a des personnages secondaires très drôles, comme Pingro, le détective pingouin bien souvent à côté de la plaque lors de ses enquêtes, le professeur Gumstein avec ses réflexions sur le trésor légendaire, et encore beaucoup d'autres. Dans Port-la-Canaille, dans le quartier Est, il y a une maison réunissant plusieurs quêtes secondaires que nous pouvons faire. Il y en a plus de 50. Qu'est-ce que c'est que les quêtes secondaires? Le système est simple, quelqu'un propose sa requête, et si cette dernière est faite, nous remportons une petite somme d'argent, ou de la bouffe, ou des cartes pour pouvoir aller jouer au casino. Je vais en reparler un peu plus tard. Pourquoi je vous parle de ceci, me diriez-vous? Tout simplement car, en plus de rallonger la durée de vie du jeu, c'est qu'en général, les PNJ dans les jeux, bah on s'en fout un peu. Mais pour certains, on commence à s'attacher à eux. Tenez, moi j'aime beaucoup Hareko Sec, le barman de l'auberge, d'ailleurs c'est lui qui nous a donné la lettre des dernières paroles de la femme de Lombard, Marité, la cuistot, ou encore les Pianta mafieux. On a même une quête qui nous permet d'avoir un nouveau compagnon dans notre équipe, Carmina, qui sera très utile pour chercher des trésors et ainsi terminer le jeu à 100%. Celle-ci se débloque après le chapitre 4 et je trouve ça très sympa d'avoir rajouté un partenaire facultatif à l'aventure, même si ça sera pas le dernier jeu à le faire. Ah, les musiques, nous y voilà enfin. Ce jeu est totalement bourré d'OST magistrales. La plupart de ces musiques collent beaucoup avec l'univers. Je vais vous en citer quelques-unes qui sont mes préférées. L'Hub central donne sur une musique reposante, une sensation de découverte de ce nouveau monde, une ville de voyous où la confiance ne règne pas toujours. La musique des ruines, dans les sous-sols de la ville, donne un côté mystérieux, comme ce qu'on pourrait imaginer derrière cette immense porte qui sera notre principale quête sur le jeu. La musique des bois est une musique calme. On peut entendre le vent, un sentiment de réflexion qui s'en dégage dans ce fond en noir et blanc. La musique dans le laboratoire sur la Lune, ai-je vraiment besoin d'expliquer pourquoi? Elle te donne envie de te dandiner dans tous les sens. Tout simplement l'impression d'être dans un autre monde. Ce qui est pas mal aussi, c'est la sonorité quand on trouve des objets. Quand c'est un objet normal, ce son se produit. Quand c'est un badge, c'est celui-ci. Et enfin, quand c'est un objet important, c'est celui-là. Cela permet un repérage de ce qui est vraiment important ou non. Je tiens à dire avant toute chose, la plupart des quêtes secondaires que je vais énoncer peuvent très bien se faire avant la fin du jeu, et généralement les gens ont plus tendance à faire ça dès le jeu fini. Vous savez, dans le jeu, il y a de nombreuses quêtes annexes, mais pas genre 2-3 petites. Ah non, là on parle de... Bon, je ne sais pas combien il y en a, mais une chose est sûre, c'est qu'il y en a beaucoup. Je vais commencer avec ma quête préférée, la cuisine. Dès votre entrée dans le jeu, vous faites la rencontre d'un PNJ nommé Marité, et cette première confrontation ne se passe pas comme prévu. Elle a fait tomber sa lentille, et on lui casse en faisant un pas. Du coup, pour la peine, elle nous bloque le quartier ouest de la ville. Sauf que vous savez, par la suite, on va en avoir besoin de ce quartier ouest. On doit donc aller à la boutique pour demander de vendre des lentilles, et ainsi, pour plus tard, dans le jeu, pouvoir débloquer la partie manquante de la ville, et aussi la capacité de faire des bons petits plats. Et oui, car il faut savoir que cette Marité, c'est une grande chef. Cette quête-là était aussi présente dans Paper Mario 64 avec Goûter, et dans Super Paper Mario avec Saffron et Napron. Il existe deux façons de préparer un plat, la première en cuisinant un objet, et la deuxième en cuisinant deux objets. Dans une quête secondaire du jeu, Marité nous demande d'aller chercher un livre de recettes qui se trouve dans le manoir du chapitre 4. Il est caché dans un petit passage que l'on emprunte avec la fonction du rouleau. Grâce à ce livre, on va pouvoir faire un plat en combinant deux ingrédients. C'est ça que je trouve bien, car dans 64, tout cela était
accessible presque d'office. Voilà, j'avais envie de parler de cette quête bien sympathique, mais entrons dans le plus croustillant. Je vous ai parlé du casino, et bien là-bas il y a du choix, soit une roulette russe, soit des modes de jeu avec les différents modes papier. C'est sympa de pouvoir récupérer les derniers items pour compléter la collection de badges par exemple, mais ça reste très basique. Après avoir fini le jeu, si vous vous rendez à Picali Ice, l'île de la 6ème gemme étoile, vous aurez un petit clin d'œil sympa au premier Paper Mario. En effet, nous pouvons apercevoir Dame Boo, le personnage fantôme, accompagné de son majordome. Durant notre aventure, pendant les interludes des nouveaux chapitres, il arrive que l'on puisse voir Luigi dans un endroit à Port-la-Canaille. Il nous racontera son aventure segment par segment. Il se trouve qu'une fois avoir écouté toutes ces histoires, il en écrit des livres et on peut se les procurer en magasin. Il y en a 5 en tout. Alors, ça ne sert à rien étant donné que l'on connaît déjà l'histoire, vu qu'il nous l'a raconté, mais ça reste drôle. Si Luigi il a besoin de fric, bon, il est temps de parler de cette ultime épreuve. Celle que tous les joueurs redoutent. Celle où l'on s'engouffre tel des sables mouvants. Celle où l'échec est destructeur. Je veux bien sûr parler du Donjon des 100 étages. Une série de 100 pièces où le challenge est présent, avec plusieurs butins à la clé, des badges, un sac pouvant comporter plusieurs objets, ou encore un boss secret pour permettre de compléter les indices. Le chemin sera long pour pouvoir parcourir ce donjon, c'est pour cela qu'il faudra être bien préparé. Pour pouvoir faciliter ce périple, nous aurons le droit parfois à des marchands ambulants pour pouvoir acheter des objets. Bon, en revanche, ils sont très chers. Ainsi que des passagers qui peuvent nous faire skipper, ou passer si vous préférez, quelques étages en échange de pièces. Durant ce trajet, les ennemis auront plus d'endurance, seront plus résistants. Si les 50 premiers sont relativement faciles, les 50 derniers sont plus corsés. C'est le parfait défi pour clôturer cette aventure. Bon oui, on est d'accord, c'est sans doute de la pisse de chat comparé à un Dark Souls, mais ça reste bien. J'ai beaucoup approfondi la partie du post-game et en même temps il y avait de quoi faire. Mais maintenant, on va rentrer dans une partie beaucoup moins joyeuse. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises depuis que cette vidéo a commencé, mais ce jeu a 10 tours d'avance sur Paper Mario 64. En fait, pour faire simple, la porte millénaire, c'est Paper Mario 64 en amélioré avec tous ses défauts corrigés. Plus de badges, plus d'objets, les chapitres plus intéressants. Sur le 64, c'était plus des lieux emblématiques du royaume champignon, tandis que dans la porte millénaire, tout est exclusif et cela apporte un vent de fraîcheur. Cependant, et je ne peux pas le nier, il existe des défauts à ce jeu. Et oui, vous avez vu, même si pour moi c'est le meilleur jeu au monde, je sais reconnaître qu'il y a des défauts. Pas comme certains. Et on va commencer par le défaut le plus flagrant du jeu, les allers-retours. Il est très présent dans la globalité du jeu, ce qui peut être fort rébarbatif par moment. Dans la vidéo de Whitley, sur sa série Sagas, il dit ceci. Les allers-retours que le jeu te demande ne servent qu'à faire avancer l'histoire. Et rien de plus. Je pense que le pire exemple de ça, c'est le chapitre 5 sur l'île Tropatros, où l'on te demande de faire 3 allers-retours d'affilée, et avec tous les ennemis qui réapparaissent à chaque fois, sinon ce serait pas marrant. Je suis plutôt d'accord avec lui sur ce point-là, mais pour moi il y a quand même plus explicite comme exemple. J'en ai 2 en tête. Dans le chapitre 4, dans le village lugubre de Penocta, nous faisons la rencontre de plusieurs habitants et on découvre que le village est touché par une malédiction. Cette malédiction en question est que quand la cloche se met à sonner, un habitant au hasard se transforme en cochon. On fait connaissance du doyen qui nous explique que c'est un individu caché dans l'église occulte qui ferait sonner cette cloche. On se rend du coup à cette fameuse église et on apprend que c'est un fantôme qui est à l'origine, sauf qu'on ne sait pas son nom. On le bat assez facilement, sauf que plot twist, il nous a piégés et a pris l'apparence de notre corps après l'avoir battu. Il va falloir donc l'affronter une seconde fois. Dans ce que je vous ai résumé, ce chapitre a l'air plutôt intéressant et le retournement de situation inattendu. Sauf que maintenant, on va analyser le chemin à parcourir et ça devient beaucoup moins drôle. Tout d'abord, il faut pouvoir entrer dans la forêt, sauf qu'un habitant nous bloque le passage et il nous dit d'aller voir le doyen pour son autorisation. Sauf que c'est pile à ce moment-là qu'il se transforme en cochon. Du coup, on va revoir celui qui garde la porte et hop, lui aussi s'est transformé en cochon. Avant d'entrer dans la forêt, il y a un tronc d'arbre qui nous bloque la route avec une clé au bout. On décide de la récupérer. On se dit que ça peut toujours servir pour plus tard. Vu qu'on se trouve bloqué, on décide d'entrer dans les maisons. On va à la boutique et on découvre qu'il y a une serrure. C'est la réserve des objets qu'il reste dans la boutique. Alors on se dit c'est bien, ça va nous faire un bon inventaire. Mais bim, un coffre noir pour pouvoir avoir une nouvelle transformation en papier. Il faut une clé, donc hop, on retourne dans la forêt pour trouver l'autre clé. Après tout cela, on peut aller jusqu'à l'église en traversant la forêt remplie de petites fleurs démoniaques. On bat une première fois le boss et rebelote, il faut faire toute la traversée jusqu'au village, on recroise le fantôme qui a pris possession de notre silhouette, il nous demande de dire son nom, sauf qu'on ne sait pas, du coup on fuit, on arrive au village, on se fait un pote, Viviane, et on essaie de se cacher un peu partout, jusqu'à ce qu'un corbeau dise « Oh, son nom doit être caché dans l'église !» C'est reparti pour un tour, on se rend à l'église, on trouve un passage avec le piaf du fantôme, on récupère la lettre P, car oui, il l'avait enlevé dans le clavier, bon j'avoue là c'est drôle, et du coup il faut aller le chercher. Retour au village, oui, pour dire le nom du méchant, Rumpel. Du coup il est étonné qu'on l'ait trouvé et il part dans l'autre sens.
Mais bordel de merde. On espère le dernier aller à l'église, on le bat une nouvelle fois et le chapitre est terminé, bon sang. Je trouve ça quand même fort dommage que ce chapitre soit un peu gâché par cette randonnée, car en soi, il reste tout de même très intéressant, entre le plot twist de Mario qui se fait voler sa silhouette, l'histoire des trois sœurs, Marjolaine, Marilyn et Viviane, même le boss secret contre le Big Boo, cela le rehausse un peu dans mon estime, mais selon moi c'est le chapitre moyen par excellence. Il n'est ni trop mauvais, ni trop bon. En plus, quand vous tapez tous ces allers-retours, les ennemis réapparaissent, et vu que souvent à ce stade-là, on a la flemme de les affronter, on essaie de tout éviter, mais c'est impossible. Tu t'en prends au moins un, quoi qu'il arrive. Une autre quête dans l'histoire, qui est absolument ignoble, c'est dans le chapitre 7 à Perdu Vostok, avant d'entrer dans la lune, là où se trouve la dernière gemme étoile. Il faut utiliser un canon, et pour cela, il faut avoir l'accord de 2 personnes, dont un certain général Leblanc. Et mon dieu, il va tout le temps se déplacer de monde en monde. On joue au jeu du chat et de la souris. C'est la pire quête du jeu, pour au final qu'on le retrouve dans son lit à dormir comme un sac. Et le pire dans tout ça, c'est que dans les quêtes secondaires à faire pour finir le jeu à 100%, vous devez refaire le même chemin. À quel moment ils se sont dit que ça allait être fun? Second point, car oui, il y en a plusieurs, c'est les antagonistes du jeu. Alors oui, je suis d'accord, ça change de d'habitude, c'était pas Bowser, mais laissez-moi m'expliquer à ce sujet. En fait, globalement, ils sont intéressants et ont leur lot de qualité, je ne peux pas contredire ça. Mais bon, comment veux-tu être sérieux face à Cruxeros qui se camoufle et qui est cramé à 10 000 km dans le chapitre des pirates? Mais moi, j'ai une plus grande déception, c'est l'Obscur Trio, quoi. Ce sont des personnages fort intéressants, c'est eux qui ont capturé Peach, et la première fois où l'on interagit avec eux, c'est dans les bois insolites du chapitre 2. Au fil du temps, où l'histoire avance, il y a pas mal de conflits entre les trois sœurs, et cela finit par casser avec l'une d'entre elles, Viviane. Alors, je l'ai dit plusieurs fois depuis le début de cette vidéo, mais c'est intelligent d'avoir fait un ancien ennemi comme partenaire de l'aventure. Sauf que le problème avec ça, c'est qu'après, plus grand chose pour l'Obscur Trio. Rumpel rejoint la cause entre temps, mais très honnêtement, c'est une fin de développement pour eux. Leurs apparitions sont inexistantes. Comme par exemple, je peux vous donner le chapitre 6 du jeu, le Crésus Express. Tout ce qu'ils vont faire pendant le chapitre, c'est menacer avec une lettre, voler 2-3 objets et bloquer le pont d'une gare. Je pense que selon moi ça aurait été sympa d'être reconfronté une nouvelle fois à eux, car là ça signait totalement un arrêt à leur utilité dans l'histoire et je trouve ça fort dommage. Même à la fin du jeu, bon c'est pas foufou. Autre défaut que je vais souligner, c'est les quêtes secondaires. Comme je vous ai dit, avec cela on peut gagner plusieurs choses, comme des objets, de l'argent, etc. Et bien par moment la récompense n'est pas du tout rentable. Je veux dire par moment tu te fais chier à faire des allers-retours dans tous les sens pour au final un truc pas ouf. Celle qui me vient en tête c'est celle du Bubble, où il faut littéralement lui acheter à manger. Après l'avoir terminé, il nous donnera des fleurs séchées. On peut en avoir autant qu'on veut en lui parlant, à condition de lui donner un hot dog. Et ces fleurs séchées en question, on va en avoir besoin pour les recettes de Marité. Il pourrait nous les donner gentiment, mais non, il faut encore nourrir ce gros lard. Il y a aussi la quête du circulaire du doyen de Penocta, où il faut faire signer un papier à la matriarche des Pounies ainsi qu'au patriarche de Carafleur. Et devinez qu'est-ce qu'on a en récompense? 30 pièces. Je sais pas, sur tous les allers-retours qu'on a fait, le minimum pourrait être de 50 au moins, non? Je vais pas tous vous les faire, mais il y a beaucoup de quêtes longues et rébarbatives comme celle-là. J'ai un tout dernier point à parler, même si c'est moi qui chipote sur ce coup-là. Vous savez, quand Mario tombe dans l'eau, il se fait mordre par un chomp. Alors, je n'ai rien contre ça, dans Port-la-Canaille, j'imagine que le port est sale, donc ça peut s'expliquer. Mais comment se fait-il que dans les piscines ou alors dans des petits lacs, on en trouve aussi? Mario, il ne peut même pas se baigner. Ce qui aurait été sympa, c'est faire des petits passages secrets sous l'eau où on aurait pu récupérer des items. Mais en soi, c'est pas trop grave. Je pense qu'on a assez parlé des points négatifs et c'est vrai que je chipote sur certains points. À présent, on va ramener un peu de positivité. Je vous ai parlé du chapitre 6 tout à l'heure, et bien il se trouve que c'est mon préféré. Pourquoi me direz-vous donc? Eh bien parce que c'est un chapitre qui est plus concentré sur la narration, et je trouve ça super d'avoir tenté quelque chose, et ça marche plutôt bien en plus. Entre le système jour-nuit qui est très bien pensé, l'affaire du vol de Ragout, l'énigme du fantôme, et l'environnement de la gare de Riverside, tout pour faire une bonne soupe. J'ai beaucoup aimé le chapitre 3 où les combats s'enchaînent et qu'on doit résoudre un mystère autour de ces arènes de combat à l'aide d'un dénommé X qui nous envoie des messages, ou aussi le chapitre 5 qui reste plus simpliste, mais qui est tout de même très sympathique. L'île Tropatros a une bonne ambiance, une bonne exploration de la grotte des pirates où l'on trouve une cave à vin et des naufragés, sans oublier qu'on se balade avec un grand cru, donc miam miam. Et on a le chapitre final qui est assez classe dans une sorte de manoir, ainsi que pas mal de boss à affronter, et un combat final plutôt correct contre la Reine des Ténèbres. Chaque chapitre dure 3 heures en moyenne, ce qui donne une durée de vie de 24-25 heures de jeu si on fait l'aventure principale, et peut s'élever jusqu'à 40 heures si on finit au complet. On va se repencher sur le remaster à présent, car oui, j'ai des choses à dire sur ce dernier. Alors, je vais pas vous le cacher, quand il a été annoncé, j'ai littéralement pété un câble parce que la semaine d'avant, j'avais refait le jeu à 100%. Mais bon, vu que c'est l'un des meilleurs jeux au monde, je me devais de le prendre. Je vous avouerai que je pensais que le jeu allait être une pâle copie de l'original, car Nintendo en sont très bien capables, vu ce qu'ils nous avaient fait à l'époque sur 3D All Star avec Mario 64 en 4 tiers, mais j'ai été surpris. Il y a quelques nouveautés bien sympathiques du jeu, les musiques sont réarrangées, elles sont très très belles, je vous en repasse quelques-unes que je vous ai fait écouter plus tôt, mais avec cette version-là.
En plus de cela, ils en ont rajouté des supplémentaires. L'exemple le plus flagrant est la musique de combat. Je vous passe un extrait de l'original. Et là, je vous passe celle de la gare de Riverside. Si vous voulez réentendre les anciennes OST, il existe un badge Air Nostalgique dans la boutique pour réécouter les morceaux de la GameCube. Les personnages sont plus expressifs, la voix de synthèse varie selon lequel c'est, le jeu reste beau, même si je dois dire que le ciel orange des bois insolites est dégueulasse et gâche tout, mais ça c'est mon avis. On a 2 boss secrets, et attention je vais spoil, donc rendez-vous au timecode suivant pour ceux qui n'ont pas encore fait ces derniers. Dark Toaster. On peut combattre l'ancien champion des arènes de Yunonvi. Pour cela très simple, il suffit de se rendre dans Match Amical sur la Game Boy Advance, et de le sélectionner. Il m'a donné pas mal de fil à retordre, car comme je suis le gars le plus intelligent de la planète, je n'avais pas dit qu'on pouvait contrer ses attaques. Et Waka. Alors lui, mon dieu, j'ai galéré à le trouver. En fait, j'avais entendu des rumeurs comme quoi il fallait refaire le donjon des 100 étages. Bah du coup, qu'est-ce que je fais? J'y retourne. Et après... Bon, vous avez compris, j'ai refait tout pour rien. Il est un peu plus compliqué à avoir. Premièrement, il faut se rendre sur l'île Tropatros pour aller le frapper 8 fois jusqu'à ce qu'il ne réapparaisse plus. Ensuite, il faut attendre un petit moment jusqu'à ce qu'on reçoive le numéro spécial LIP, ou LIP, où on nous indiquera qu'un nouveau spécimen est arrivé dans le donjon des 100 étages. Fort heureusement, on n'a pas tout à se retaper, on a un passeur qui nous amène jusqu'au level 50 en payant la modique somme de 300 pièces. Ce qui reste rentable. Le boss est sympa, même si je le trouve moins compliqué que Dark Toaster. Mais si franchement on m'avait demandé quel PNJ du jeu pourrait être un boss secret, je n'aurais pas parié sur celui-là. Nous avons aussi un nouveau personnage, un Toad en tenue violette qui propose des entraînements pour les combats. Dans les sous-sols de la ville, il y a un hub avec des warp zones correspondant aux différents mondes. C'est assez bien pensé d'avoir fait ça, au moins pour les quêtes secondaires, c'est moins chiant si par exemple on devait se rendre à Penocta, car on était obligé de se rendre vers le quartier ouest pour accéder à cette zone. En parlant de ça, je vous vois venir, oui, dans le chapitre 4, ils nous ont rajouté un tuyau dans une maison pour faire plus rapidement les allers-retours. Ça aurait été bien si ce n'avait pas été presque à la toute fin du chapitre, mais je salue l'effort tout de même. Autre point qu'ils ont amélioré, c'est la traduction et quelques petits dialogues rigolos. Ici, on a un groupe de corbeaux qui parle de la fibre optique pour pouvoir surfer sur le web en toute tranquillité. J'en connais quelques-uns qui feraient mieux d'appliquer ce conseil. C'est cool d'avoir rajouté ce contenu-là car ça rajoute du piment au jeu et puis ça rallonge un peu la durée de vie. En plus, après avoir fait le 100%, c'est-à-dire tous les badges, tous les indices, toutes les recettes, nous débloquons un ultime badge qui transformera Mario en or. Incroyable, n'est-ce pas? C'est un très bon remaster et je suis assez étonné de la part du Nintendo. Ils ont mis le paquet dedans et c'est du très bon boulot. Pour conclure, Paper Mario La Porte Millénaire est un jeu majestueux, il méritait son remaster et je n'arrive toujours pas à croire que le jeu a 20 ans, c'est fou! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je pense que ça doit être la plus longue production de ma chaîne jusqu'à présent. J'avais envie de faire une analyse assez poussée du jeu et pas faire plusieurs vidéos bâclées qui durent 5 minutes comme l'ont fait certains. Ça faisait un moment que j'avais ce projet en tête et je suis fier de l'avoir terminé. J'espère qu'elle vous a plu, moi personnellement je suis content de vous l'avoir proposé. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.